Et la pandémie de la Covid-19 qui n'a pas épargné la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à la nomination de nouveaux mandataires publics en République démocratique du Congo dans certaines entreprises du pays. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans en train de suivre une fois de plus votre émission Les Chiffres, une émission économique, une émission qui vous permet de comprendre l'actualité économique, les enjeux économiques. Merci pour votre particulière attention. Une fois de plus, nous sommes là pour vous servir, pour parler de l'économie, pour parler des chiffres. Alors, l'émission d'aujourd'hui, ça sera une émission très intéressante puisque je récite dans ces plateaux M. Tony Ngumbu. M. Tony Ngumbu, il est économiste de formation, il est CEO de Mwinda Technologies, une société privée basée aux États-Unis, axée sur l'accès à l'énergie et l'inclusion financière. C'est donc avec lui que je vais m'entretenir pendant cette émission. Monsieur Tony Ngumbu, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Je vais très bien. Merci. Au rythme du confinement. Au rythme du confinement, mais comme on aime le dire à Kinshasa, on fait avec. On fait avec. Bientôt là, peut-être on va lever les confinements comme l'avait annoncé le gouvernement. Nous parlons aujourd'hui de l'impact de la pandémie sur l'économie congolaise et comment les entrepreneurs vont s'adapter dans un futur proche. Par rapport à ce sujet, nous allons développer avec M. Tony Ngumbu. Je vous l'ai déjà présenté, je reprends, il est économiste de formation. Il est CEO de Mwinda Technologies, une société privée basée aux États-Unis une société qui est axée sur l'accès à l'énergie et l'inclusion financière. Monsieur Tony Ngumbu, j'ai oublié quelque chose à la présentation? Non, c'est parfait comme vous l'avez fait. Juste peut-être que nous sommes aussi dans le conseil, en dehors de Mwinda Technologies. Nous avons un cabinet de conseil qui s'appelle Genesis Ventures et qui se spécialise dans la stratégie d'investissement et dans le développement d'affaires. Vous vous sentez à l'aise dans ces plateaux avec les sujets? Ça vous met à l'aise? Le sujet me met très à l'aise, mais je suis un citoyen du monde. Tout le monde est impacté par la crise économique qui sévit partout, donc je ne peux qu'être à l'aise pour discuter. Serai-je à la hauteur? Nous verrons. Tout le monde est impacté, comme vous l'avez dit. La RDC, un pays qui a déjà une économie fragile, et là, avec la pandémie de la Covid-19, est-ce que, selon vous, la RDC pourra-t-elle échapper à un chaos sur le plan économique après la Covid-19 ou pendant la crise, si elle peut exister, la crise sanitaire? Alors, d'entrée de jeu, monsieur le journaliste, j'aimerais dire premièrement merci pour l'invitation sur votre plateau. Merci. C'est un véritable plaisir et honneur d'être ici et de discuter sur un sujet ô combien important concernant l'économie. Alors, avant de répondre à cette question sur l'économie, j'aimerais quand même dire, c'est important de noter que c'est une crise qui impacte tout le monde. Tous les pays du monde sont impactés par, premièrement, la crise sanitaire, et évidemment qu'il y a des retombées économiques. Okay. Parce que lorsqu'on voit, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a environ 7 millions de cas à travers le monde qui ont été enregistrés pour la Covid-19, avec 420 000 morts, il n'est que normal que la RDC, qui fait partie du concert des nations, puisse aussi être impactée par cette pandémie. Même si je dois quand même dire que côté sanitaire, nous avons été épargnés jusque-là, n'est-ce pas? Oui. À dernière vue, je pense que nous étions environ à 4 390 cas qui avaient été détectés, 96 décès, ce qui n'est pas aussi terrible que partout dans le monde, pas pour minimiser les morts, car évidemment même un mort, c'est un mort de trop, n'est-ce pas? Oui. Et c'est des familles qui sont éprouvées, nos condoléances à elles, mais comparativement, nous ne sommes pas aussi touchés que les autres. Donc côté sanitaire, nous sommes quand même assez bien sortant de ce côté-là. Mais maintenant, pour revenir à la question économique, comme vous dites, la RDC sera-t-elle épargnée du chaos? J'aimerais dire que la crise nous frappe de plein fouet, la crise économique, n'est-ce pas? Et si vous me permettez, j'aimerais faire une distinction assez rapide côté économique. Juste, nous avons l'aspect macro et nous avons l'aspect micro. Souvent, quand on parle de la macroéconomie, les gens vont dire que c'est trop théorique, c'est détaché de la réalité. Donc, je vais être juste très bref, avant qu'on ne parle vraiment de la réalité dans notre pays. Si on regarde côté macroéconomique, qu'est-ce que nous sommes en train de constater? Le premier constat, comme vous l'avez dit, c'est que l'économie était déjà très faible pour commencer. Oui. N'est-ce pas? Oui. La Covid-19 n'est venue qu'empirer une situation qui était déjà très mauvaise. À titre d'exemple, bon, aujourd'hui, il y a par exemple un procès qui est sur les lèvres de tout le monde,
un procès des maisons de préfabriquées dans le programme de 100 jours. Ce procès nous instruit par exemple qu'au moment où l'argent avait été décaissé pour ces maisons, les caisses de l'État n'avaient que 3 semaines de réserve. 3 semaines. Donc nous étions déjà très mal en point comme pays. Lorsque la crise commence et que le gouvernement annonce les mesures pour combattre la crise, quel est le montant que nous avions annoncé? Le gouvernement a annoncé 1,8 million de dollars pour lutter contre la Covid. Je dis bien 1,8 million de dollars. Mais ils avaient dit que c'était en attendant, ils devraient ajouter par rapport à ça. Je n'en disconviens pas. Mais même si on dit en attendant, et vous annoncez moins de 2 millions de dollars, cela parle quand même de l'état de vos caisses et l'état de votre économie, de vos recettes. Mais nous avons vu dans d'autres provinces, dans des provinces du pays, où les budgets dépassaient même celui d'1 million, comme à la province de Lualaba. Il y a en effet des provinces où il y avait des budgets beaucoup plus élevés, mais le point important ici, c'est que lorsque au niveau du gouvernement central, que l'on fait une annonce, que nous allons combattre contre cette pandémie, et que le montant qui est annoncé est quand même en dessous de 2 millions de dollars, cela vous donne une idée de l'état de nos finances à ce moment-là. Bon, mais qu'à cela ne tienne, le point c'était que vraiment notre économie était déjà très mal en point lorsque la pandémie frappe. Et donc, vu que le gouvernement de tout seul ne pouvait vraiment pas prévenir, je dirais, l'impact de cette pandémie, il a malheureusement fallu recourir encore une fois aux institutions internationales. Ces fameuses institutions de Bretton Woods, Banque mondiale et FMI. Aujourd'hui, je pense que nous avons reçu une aide au total d'environ 450 millions de dollars pour pouvoir lutter, pour que notre économie ne puisse pas subir, du moins pour réduire le choc qui est dû à cette pandémie. Vous vous souviendrez qu'en avril, par exemple, le FMI a annoncé 363 millions de dollars, n'est-ce pas, pour assister le gouvernement. Il y avait le moratoire qui avait été fait sur le paiement du service de notre dette, sur 6 mois, qui permettrait d'économiser environ 20 millions de dollars. La Banque mondiale, si je me souviens bien, le mois passé, a annoncé environ 47 millions de dollars pour assister le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Et il y a juste quelques jours, il y avait une délégation de l'Union européenne, n'est-ce pas, qui est arrivée dans notre pays, et qui annonçait qu'ils allaient octroyer environ 19 millions de dollars, d'euros, je m'excuse, pour l'assistance. Donc quand vous comptabilisez tout ça, c'est plus ou moins 450 millions de dollars d'assistance qui a été faite. Et le point ici étant que le gouvernement tout seul faisait face à une situation qui s'est dégradée rapidement, il a fallu le soutien de la communauté internationale, de ces institutions de Bretton Woods, pour adoucir le choc anticipé de cette crise. Et le résultat, en outre, c'est quoi? C'est que, oui, notre économie subit une contraction. Vous parliez du chaos lorsque vous m'avez posé la question pour commencer. Le FMI dit que notre situation, nos projections à court terme se dégringolent ou se dégradent rapidement. Ils ont annoncé par exemple que notre économie allait se contracter de 2,2%, n'est-ce pas? C'est les nouvelles projections pour cette année. Alors qu'il y a à peine quelques mois, il y avait des projections de croissance. On disait que cette année, nous connaîtrons une croissance d'environ 4%. Donc cette contraction-là démontre que ce fléau frappe notre économie de plein fouet, comme c'est le cas de partout dans le monde. Mais je sais que vous avez une autre question qui vient, mais permettez-moi, je parlais de l'aspect macro, et l'aspect macro est parfois trop théorique, comme on dit. Oui. Ici, on aime bien parler du social, le micro. Cette économie, mais c'est quoi l'impact sur la population? Et je pense que c'est très important de pouvoir en parler. L'aspect micro, monsieur le journaliste, c'est cette crise fait en sorte que la population souffre terriblement dans notre pays. Le social de la population est impacté terriblement. Ce n'est pas le fléau, ce n'est pas la pandémie elle-même qui affecte vraiment la population. On parlait de 96 morts, mais c'est plus les mesures de lutte, de confinement, les mesures de riposte qui font en sorte que la population souffre. Nous sommes une économie, comme nous le savons tous, qui est de manière prédominante informelle. La majorité des boulots, des travaux, sont au niveau informel. Alors maintenant, lorsque l'on réduit, on ralentit l'activité informelle,
qu'est-ce qui va se passer? Mais nous avons vu dans certains pays, en prenant des mesures barrières, peut-être comme vous avez dit le confinement, ils ont pris d'autres mesures pour accompagner ces mesures. Mais chez nous, depuis qu'on avait annoncé, on a supprimé les taxes. On a supprimé les taxes, il y a l'électricité et l'accès à l'eau potable qui est maintenant, qu'on avait supprimé pendant 2 mois. On a fait que les locataires ne puissent pas... Bon, on a donné peut-être une grâce, on a demandé aux bailleurs de ne pas déranger les locataires, bien qu'ils vont payer après. Est-ce que ces mesures-là ne suffisaient pas? Il y a quelques jours, malheureusement au marché central ici de Kinshasa, la population est sortie et s'est rébellée et voulait que les mesures de confinement soient abandonnées, qu'elles puissent rentrer au marché pour vendre et gagner leur pain comme ils le font de manière quotidienne. Ça veut dire très clairement que les mesures dont vous parlez n'ont pas été suffisantes. Donner l'eau gratuitement aux gens et permettre que le courant soit gratuit ne permet pas à ce qu'une famille puisse se nourrir au jour le jour. Ces mesures n'étaient pas suffisantes et il manquait absolument des mesures d'accompagnement. Je peux prendre un exemple. Bon, des pays comme les États-Unis où j'ai passé 20 ans avant de venir me réinstaller ici en RDC l'année passée, quand même au début de la crise, ils ont dit que chaque famille qui en avait besoin allait recevoir environ $1 200, n'est-ce pas, le mois. Oui. Je ne compare pas l'économie de la RDC à l'économie américaine, évidemment. Nous savons que notre économie est basée principalement sur les exportations de minéraux. Nous savons qu'il y a une récession globale, donc l'État va subir, je le sais très bien. Mais cependant, quand même, lorsque l'on réduit, on prend des mesures de confinement qui font en sorte que les gens ne puissent plus vaquer à leurs occupations informelles, n'est-ce pas? Et vous imposez aussi des mesures comme, soi-disant, les gens doivent porter, pas soi-disant, mais les gens doivent porter des cache-nez tous les jours. Ou sinon, si vous sortez, quand on vous attrape, par exemple, sans un cache-nez, c'est des amendes... 5 000 francs. 5 000 francs que vous allez payer. Mais c'est des gens qui sont basés sur une économie informelle. Comment est-ce que les gens vont s'en sortir? Comment les gens vont manger sans des mesures d'accompagnement solides qui vont permettre de pouvoir prévenir ce choc? Mais donc, ces mesures n'étaient pas suffisantes. Les mesures n'étaient pas suffisantes. On constate sur le terrain la dépréciation du franc congolais et aussi l'inflation qui frappe les pays. Est-ce que vous pensez que pouvez-vous proposer aux autorités ou à l'organe qui gère la politique monétaire du pays pour atténuer ces chocs? Alors, loin de moi de prodiguer des conseils, n'étant pas économiste monétariste, mais je dirais quand même que si nous prenons par exemple l'inflation, n'est-ce pas? En fait, pour moi, ça c'est une grande opportunité qui se présente pour nos économies et pour notre gouvernement. Premièrement, pour revenir à l'inflation, nous devons aussi distinguer, il y a une inflation quand même importée ici, oui, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une production qui ralentit à travers le monde, les chaînes de valeur et les chaînes d'approvisionnement sont ralenties, et donc vu qu'il y a aussi une diminution de ces échanges commerciaux, nous allons importer une certaine inflation avec les denrées qui sont importées, ainsi de suite. Nous ne produisons rien ici. Nous importons quasiment tout ce que nous consommons. Même ce que nous produisons ici est à la hausse. Et donc ça, là maintenant on parle d'une inflation anticipative qui est due à la spéculation. Là c'est vrai. Et d'ailleurs, je me rappelle, nous avions tous vu des rapports, il y avait un certain vendredi fatidique lorsque la ville allait être confinée, où nous avons vu certaines denrées qui se vendaient 10 fois, 15 fois plus cher, et ça c'est dû à la spéculation, à une anticipation. Et pour contrecarrer cela, ça c'est en effet le travail quand même des instances sur place, le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, le ministère du Plan, qui d'un côté doit avoir le pouls sur ce qui se passe sur les marchés publics, pour voir un peu le taux d'inflation qui ne se justifie pas, c'est dû à la spéculation, et pour prendre des mesures appropriées pour pouvoir résoudre cet impact. Mais je parlais d'opportunités, n'est-ce pas? Pour une économie comme la nôtre, qui importe tout, qui est très mal positionnée en termes de chaîne de valeur, de chaîne d'approvisionnement, ce que cette crise nous démontre, c'est qu'il serait beaucoup mieux que nous puissions quand même augmenter les capacités de transformation localement dans nos pays pour minimiser les imports. Et si dans le passé cela a été difficile parce qu'il y avait peut-être une pression externe des pays qui s'attendaient à ce que nous soyons juste une économie de consommation, je pense que de par aussi la tension internationale qui
se passe aujourd'hui, où par exemple il y a des tensions entre les États-Unis et la Chine, il y a l'Union européenne qui est en train de penser comment relocaliser certaines productions chez eux, positions stratégiques. Donc il y a une certaine tension au niveau international. Et pour moi, cela nous donne une opportunité de commencer à mettre sur pied de vraies politiques de développement, être ambitieux dans notre vision pour commencer à penser à l'ajout de valeur sur place. Et il n'est plus question de juste importer les matières premières et d'exporter plutôt les matières premières et importer les matières finies, parce que quand on fait ça, en fait, nous importons le chômage. Et nous exportons du travail. Nous devons alors revoir ou repenser notre modèle économique en tant que pays. C'est plus que crucial. Plus que crucial. Je sais que cette émission a à voir avec la pandémie du Covid-19, mais permettez-moi juste un petit détour rapide. Dans les années 60 à l'indépendance, la RDC était quand même le deuxième pays le plus industrialisé d'Afrique, derrière juste l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Oui. Il n'a aucun sens qu'aujourd'hui, 60 ans plus tard, que nous soyons l'un des derniers, les pays les plus pauvres au monde, les pays les moins industrialisés et le pays qui a un indice de développement humain parmi les plus faibles au monde. Cela n'a pas de sens. Ça signifie que depuis les années 60, nous avons en fait contribué à la course, nous avons couru la course, nous avons fait une course, mais sauf que c'était une course en arrière. Au lieu d'aller vers l'avant, c'était une course en arrière. Ce n'était pas une course vers le haut, mais une course vers le bas. Il est plus que temps de changer cela. Ce pays a toutes les ressources nécessaires, les matières premières nécessaires pour pouvoir commencer à transformer et à rajouter de la valeur. Cela permettrait de créer de l'emploi et cela nous empêcherait de continuer à importer le chômage comme nous le faisons lorsque nous importons les matières finies. Merci beaucoup, M. Tony. Fidèles téléspectateurs, je rappelle que nous sommes là avec M. Tony Mbungu. Nous sommes en train de parler de l'impact de la Covid-19 à l'économie nationale, la Covid-19 qui a frappé tous les pays du monde. Et vous avez retenu ce que M. Tony a dit, il est temps de repenser notre système économique, ce qui est crucial. Et ça, c'est le côté opportunité de la pandémie. Nous continuons avec M. Tony. M. Tony, l'économie de la RDC est également soutenue par les petites et moyennes entreprises, tenues par les entrepreneurs qui sont en train de subir aussi tout ce que vous venez d'évoquer. Peut-être qu'il a une entreprise qui ne peut fonctionner pendant ce moment, qui peut-être, on peut dire, va vers la faillite. Comment ces entrepreneurs peuvent-ils se relancer après la pandémie? Oui, alors ça c'est une question très importante, les PME. Et ici, les PME sont et dans l'informel et dans le formel. Oui. Il est important de noter quand même que le ralentissement est toujours effectif aujourd'hui. La reprise n'est certainement pas là et la reprise ne sera pas soudaine. Elle sera graduelle et progressive. Et donc, il est important, dans une situation comme celle-ci, où on subit des chocs de manière inédite, c'est-à-dire nous avons des chocs et de l'offre et de la demande. C'est une situation quand même inédite. Et dans des chocs et des situations pareilles, l'État doit quand même assumer ses responsabilités. L'État doit jouer son rôle provisionnaire ici pour permettre aux PME qui, en fait, n'ont aucune demande à servir, de pouvoir résister jusqu'à ce que la reprise puisse reprendre, mais aussi de permettre aux particuliers, aux clients de pouvoir résister. Mais cependant, il y a quand même des opportunités. Monsieur le journaliste ici, pour que les PME puissent survivre. Et cela m'amène peut-être à certaines tendances que nous observons. Aujourd'hui, il y a un mot qui est sur les lèvres de tout le monde, c'est la digitalisation. On parle ici de la dématérialisation, n'est-ce pas? C'est passer du monde physique à un monde un peu plus virtuel. Nous constatons qu'il y a plusieurs PME, plusieurs entreprises en RDC qui, au cours de ces 3 derniers mois, ont commencé à passer quand même à un monde beaucoup plus digital. Ont commencé à digitaliser leurs opérations. C'est le cas, par exemple, moi qui fais partie d'un réseau qu'on appelle le Congo Business Network, n'est-ce pas? Oui. Réseau qui regroupe des entrepreneurs et, je dirais, professionnels congolais. Il y a des startups, par exemple, dans ce réseau. Il y en a une qu'on appelle imart.cd. Ça, c'est des entrepreneurs. C'est une PME, vu qu'on parle de PME ici. imart.cd vous permet de passer de commandes de vos achats alimentaires en ligne.
sans que vous soyez exposé aux contacts qui peuvent augmenter les risques de contamination. La nourriture est livrée chez vous, sainement, en passant par l'Internet. Votre smartphone, laptop, vous pouvez commander. C'est une plateforme commencée par un Congolais. Ici, on ne parle pas, ce n'est pas du Belge, de l'Américain, ça c'est du Congolais. Un entrepreneur congolais qui a lancé ce service qu'on appelle imart.cd et qui, nous avons constaté dans les 3 derniers mois, ils sont passés par exemple à 490 visites uniques par jour. Aujourd'hui, ils ont plus de 1133 visiteurs sur leur service durant cette phase de crise. Et c'est un service où, par exemple, il y avait, vous savez, quand vous allez sur imart.cd, vous passez la commande, vous faites un petit panier, je veux un peu de makemba ici, un peu de poulet ici, ainsi de suite. Avant la crise, ils étaient autour de 53 000 francs. Ça, c'est peut-être 28, je dirais, bon, 28 $ plus ou moins. Et maintenant, ils sont environ à 140 000 francs congolais en moyenne. Oui. Ça, c'est une opportunité qu'ils ont saisie durant cette crise. Et cela démontre les opportunités qu'il y a pour les PME, la digitalisation. Permettez-moi juste un autre exemple aussi très, très rapide. Beaucoup de parents se sont plaints que les enfants ne pouvaient pas aller à l'école durant cette crise. Et c'est une plainte justifiée. Comme parents, vous ne voulez pas que vos enfants accusent un retard. Oui. Il y a encore un autre entrepreneur congolais qui s'appelle Esaïe Loupepele, qui a une start-up qu'on appelle Eteyelo, qui signifie enseignement. Et dans Eteyelo, ils ont ce qu'on appelle Classroom, qui donne du contenu selon le système éducatif congolais. Et eux aussi, ils ont vu une augmentation où avant la crise, ils avaient peut-être 4000 visiteurs par jour. Aujourd'hui, ils en ont plus de 25 000. Je ne voudrais pas qu'on parle de l'accès à l'énergie ou l'accès aussi à la connexion Internet qui est un problème ici au pays. On peut créer un start-up en ligne digitale, mais comment accéder quand on a des difficultés en ce qui concerne l'énergie, quand on a des difficultés, puisque même le ministère de l'Enseignement, on parle de ça qui a des cours télévisés, mais l'accès à l'énergie, c'est très faible. Donc, je me dis, avec toutes ces opportunités que vous venez de développer, il y a toujours un frein qui est en train de bloquer. Très bien, et comme vous l'avez dit à l'introduction, je suis fondateur de Mwinda Technologies qui œuvre dans l'énergie, l'accès à l'énergie. Vous avez raison, le taux d'accès électrique en RDC est quand même très bas. Nous sommes aux alentours de 9-10%, ce qui est très très bas. Mais juste pour donner un exemple de ce que les entrepreneurs comme nous faisons, moi par exemple, de par notre entreprise, nous avons permis à plus ou moins 350 clients d'avoir accès gratuit à l'électricité au début de cette crise de la Covid-19. Okay. Parce qu'en effet, oui, la technologie, le TIC, la technologie de l'information se base sur l'énergie. Sans l'énergie, vous n'avez rien. Et donc, nous œuvrons dans ce sens-là. Clairement, il faut une politique aussi de développement du gouvernement pour inciter les entrepreneurs à investir plus dans le secteur de l'énergie. Et évidemment, lorsque vous avez des services comme le mien qui offrent l'accès à l'énergie, mais que nous devons collecter des paiements de la part de nos clients et nous utilisons aussi les systèmes digitaux pour payer. Cela dit que nous avons besoin d'une capacité aussi de paiement digitaux ici. Et d'ailleurs, il y a permettez-moi, une autre start-up congolaise, commencée par un Congolais qu'on appelle Rodi Mukwamu, qui s'appelle MaxiCash. C'est du FinTech, technologie financière. À travers MaxiCash, que vous pouvez trouver sur votre application de Android ou Apple, il permet à ce que les clients puissent aller faire le paiement de plusieurs services digitalement en passant par leur smartphone, pour que ce soit l'abonnement de votre télévision ou plusieurs services. Et d'ailleurs, pour vous montrer que le digital n'est pas aussi fantaisiste comme certaines peuvent le penser en RDC, rien que cette application de MaxiCash, durant cette crise, ils ont vu une augmentation de plus de 8 fois la demande pour les intégrations dans leurs services. Okay. Leurs transactions, je pense qu'ils étaient à plus ou moins 5 000 avant la crise, ils sont à plus de 14 000, 15 000 transactions le mois. Donc le digital est une opportunité inouïe. Le frein est là, je n'en disconviens pas, en termes de l'énergie. Qu'à cela ne tienne, cela représente quand même une opportunité pour les entrepreneurs. Et vous savez quoi, le digital s'applique à tous les secteurs. Tous les secteurs de l'économie peuvent bénéficier d'une digitalisation et d'une dématérialisation. Ok, merci. Merci. Puisque vous avez évoqué les procès 100 jours, moi j'étais choqué d'entendre qu'on pouvait prendre de l'argent
par la main et puis aller laisser là-bas alors que nous sommes à l'ère digitale. Mais c'est quelle tendance économique vous avez parlé de la digitalisation? Alors, on va maintenant parler des réseaux d'affaires. Vous en avez parlé. Vous avez cité un qui est Congo Business Network. Quel est le rôle de ces réseaux d'affaires ou quel rôle qu'ils pouvaient avoir après la pandémie pour financer les entrepreneurs? Très bonne question, je pense. Vous savez, par définition, un réseau est un ensemble d'éléments ou d'acteurs, n'est-ce pas, qui travaillent dans un contexte commun. Et donc ici, j'aimerais mettre la lumière sur l'action collective. La force d'un réseau, c'est d'amplifier l'effort de différents acteurs, d'amplifier l'effort collectif pour pouvoir avoir une transformation ou un changement tangible. C'est ça la force de réseau. Vous savez, moi je ne crois pas à l'effort individuel. Oui, chacun doit travailler. Et je suis sûr que même ici, le chiffre.net, qui est une émission qui a du potentiel fantastique, vous avez dû travailler très dur avec votre, je dirais, passion individuelle, mais certainement que vous avez un réseau, vous avez une équipe qui vous appuie pour pouvoir travailler. Le réseau, c'est la même chose. Et donc, je pense qu'il faut sortir de cette optique où les entrepreneurs congolais pensent que seuls, ils vont réussir, ou ils ne veulent pas travailler en groupe. Cela ne marche pas. Il faut collaborer. Donc, les réseaux amènent ça. Le réseau Congo Business Network, par exemple, vous savez, une des choses qui a permis aux entrepreneurs de fleurir durant cette crise, c'était quoi? Qu'est-ce que le réseau a fait? Aussitôt, par exemple, que le gouvernement a annoncé les mesures de confinement, aussitôt, le réseau a lancé une campagne publicitaire pour mettre l'accent sur les solutions tech qui avaient déjà fait leurs preuves sur le terrain, mais pour que la population soit au courant. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, écoutez, il y a un Maxicash, il y a un Eteyelo, il y a un Imart, il y a un Mouinda, il y a beaucoup d'autres de ces entrepreneurs, il y a un Kobohab qui ont des solutions qui peuvent vous aider là, en tant que population, utiliser ces solutions. Et elles vont dans le sens de l'effort du gouvernement. Vous voyez, maintenant, si chacun de ces entrepreneurs voulait le faire seul, l'impact n'aurait pas été le même. Mais en agrégeant les forces, les compétences, cela permet d'aller. Il y a un autre aspect aussi très important, c'est l'échange de connaissances. Lorsque vous êtes dans un réseau, il y a cet échange de connaissances, il y a cet échange d'informations qui se fait de manière beaucoup plus aisée. Et cela est important parce que l'une des critiques qu'on entend beaucoup ici en RDC, c'est que le développement du capital humain est faible. Je ne le partage pas toujours, mais on l'entend souvent. Mais quand vous êtes dans un réseau, ben vous savez quoi? Vous avez accès à l'information encore de manière plus facile. Vous pouvez développer votre capital humain. Vous faites des relations stratégiques. Et un autre point dont vous avez aussi parlé, le financement. Ça, c'est aussi l'une des plaintes que nous entendons souvent des entrepreneurs, c'est que le financement est difficile. C'est dur de lever du capital ici. Vous savez, avec Genesis Venture, mon cabinet de conseil en investissement et en développement d'affaires, depuis 2014, nous œuvrons dans ce sens-là. C'est d'aider les PME, les entreprises à lever du capital, avoir une stratégie qui peut attirer beaucoup plus de capitaux, ainsi de suite. L'un des conseils que je pourrais prodiguer aux entrepreneurs congolais, c'est de s'associer à un réseau. Parce que quand vous faites partie d'un réseau, le réseau peut présenter votre modèle d'affaires dans un ensemble cohérent, dans un ensemble qui peut montrer une masse critique qui va attirer les investisseurs vers vous. Et donc, pour conclure sur ce point-là, faire partie d'un réseau est absolument important. Et c'est pour ça aussi que vous voyez des pays comme les États-Unis, d'où je venais, comme je disais, où j'ai vécu pendant 20 ans. Dans ce pays, les réseaux sont très, très avancés. Les entrepreneurs n'œuvrent pas individuellement dans ce pays-là. Ils œuvrent tous à travers des réseaux, surtout des réseaux d'affaires. Le président de la République, on se rappelle, lors de son discours devant la nation, a cité, ou il a dit clairement qu'il va soutenir les entrepreneurs. Ou je crois peut-être, est-ce que vous avez parlé des réseaux? Ces réseaux, est-ce que ça peut constituer une forme d'organisation par laquelle l'État peut venir soutenir les entrepreneurs? Oui, ça peut être une organisation par laquelle l'État peut venir soutenir les entrepreneurs, absolument. Et vous avez absolument raison. Je me rappelle lorsque la nouvelle administration, le nouveau gouvernement entra en place, il y avait un discours du chef de l'État où il parlait que nous allons créer une nouvelle classe de millionnaires, une nouvelle classe d'entrepreneurs, et ainsi de suite.
Et peut-être que la matérialisation ne s'est pas encore vraiment faite sur le terrain. Nous n'avons pas encore vu vraiment du concret. Il y a des plans que nous entendons à gauche, à droite. Il y a par exemple eu un plan national du numérique qui a été prononcé par le chef de l'État et son gouvernement. Il y a également un plan national de l'industrie qui venait d'être adopté. Absolument, c'est là où je voulais en venir, un plan national de l'industrialisation. Il y a des plans à gauche, à droite que nous entendons. Nous félicitons l'effort, parce que c'est important d'avoir une stratégie commune, une stratégie l'ensemble du gouvernement pour développer les pays. C'est important. Mais en dehors du plan maintenant, il faut quand même du concret. Et donc, oui, je pense que, vous savez, les entrepreneurs, comme nous dans Congo Business Center, mais comme tous les entrepreneurs à travers la RDC, les entrepreneurs sont très résilients. Nous travaillons de toute façon avec ou sans le gouvernement, mais la réalité est que le gouvernement est très important, peut faciliter les conditions de travail, les conditions de l'entrepreneuriat, car c'est le gouvernement qui tient quand même les leviers du pouvoir, qui établit les politiques, qui établit les taux de taxation, et ainsi de suite. Et donc, il faut absolument une participation, je dirais, plus solide de notre gouvernement, avec une vision quand même beaucoup plus prononcée, et d'aller vers le secteur privé aussi, et d'impliquer le secteur privé dans toutes ces planifications-là, pour qu'on puisse avoir un développement de ce pays, car à la fin de la journée, vous savez, aucun pays ne se développe par une économie contrôlée, par une économie centrale. Okay. L'URSS nous a démontré, c'était un fiasco avec le communisme prononcé. Et même d'ailleurs la Chine, aujourd'hui, on parle d'un capitalisme d'État. Ils ont dû accepter des principes d'économie de marché. Et donc notre gouvernement devrait favoriser l'éveil et je dirais l'élévation du secteur privé. Car c'est rien qu'à travers le secteur privé que nous allons créer de l'emploi, des bons emplois soutenables, que les activités qui ne sont pas formelles vont se formaliser, vont se pérenniser et vont pouvoir vraiment contribuer de manière tangible au développement de la nation. Merci M. Tony, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Et l'émission des chiffres, je vous ai dit, c'est une émission qui parle des chiffres, qui parle de l'économie, une émission axée sur l'économie de la RDC. Nous pouvons aussi parler d'autres pays. M. Tony, juste pour avant la dernière question, ça, c'est pour ceux qui nous suivent, ceux qui sont dans leur maison, ils sont en train de subir ces chocs. Ils ne savent pas comment, qu'est-ce qui inflige ces chocs, quelles sont les attitudes qu'ils doivent prendre. Par exemple, moi à la maison, je suis là avec ma famille, comment je dois me comporter par rapport à cette crise économique? Là, c'est une très, très bonne question. Je crois que la réponse dépend de si vous êtes quelqu'un qui est actif dans le secteur formel ou dans le secteur informel. Et commençons par exemple pour ceux qui sont dans le secteur informel. Vous savez, soyons honnêtes et soyons réalistes aussi, comme je disais. S'il y a des mesures de confinement qui ralentissent votre activité informelle, vous étiez par exemple un vendeur au marché et vous ne pouvez pas aller au marché vendre. Concrètement, qu'allez-vous faire? Il y a un désespoir total. Et donc moi je dirais, premièrement, par rapport à l'activité informelle qui quand même embauche le plus de personnes dans notre pays, il est temps quand même, selon moi, que le gouvernement entre dans une politique de déconfinement graduel pour permettre aux gens de vaquer à leurs occupations informelles. Et donc si en attendant vous êtes chez vous et que vous êtes quelqu'un qui est dans l'informel, que vous êtes toujours ralenti, soyez toujours quand même prudent parce que cette maladie existe quand même. Ne soyez pas complètement, je dirais, désespérer et prendre des comportements dangereux, à vous dire je ne vais plus respecter les mesures barrières, c'est le désespoir. Non, non. Continuons à respecter ces mesures barrières, c'est pour notre bien quand même, n'est-ce pas? Continuons à nous laver les mains, à porter les cache-nez, à essayer de respecter certaines mesures de distanciation sociale. Et voyons voir quand même s'il n'y a pas moyen de délocaliser certaines de nos activités plus proches de là où nous sommes. Si nous étions quelqu'un qui vendait au marché central et que le marché central est bloqué, voyons voir, n'y a-t-il pas moyen peut-être de délocaliser cette activité-là quelque part de plus proche, n'est-ce pas? Où vous pourrez écouler vos marchandises. Pour ceux qui sont dans le secteur formel, eh bien là, clairement, si vous êtes un employé, cela dépend de votre employeur, n'est-ce pas? Et si nous voyons partout dans le monde, même que ce soit les États-Unis, l'Europe et tout ça,
tout le monde subit un choc de la demande. Donc si vous êtes dans le secteur formel, vous aurez du mal à écouler vos produits et vos services. Et donc de ce côté-là aussi, il faut certaines mesures gouvernementales, je dirais, pour pouvoir vous permettre de résister jusqu'à ce que la relance puisse prendre le devant. Merci beaucoup, M. Tony. Nous étions très heureux de vous avoir comme invité. Je crois que tous qui nous ont suivis ont été informés par rapport à notre émission. Les chiffres, je sais que vous avez suivi, vous avez retenu quelque chose, vous avez retenu qu'il faut peut-être maintenant changer les stratégies par rapport au pays. Il faut maintenant aller à la digitalisation. Vous avez retenu beaucoup de choses. Nous vous disons un grand merci, vous tous qui nous avez suivis sur Kinacti Télévision. Et je profite pour vous dire un grand merci à toute l'équipe technique de Kinacti Télévision. Je vois Patient Ngoï derrière les caméras, je vois Richard Machita. Je dis également un grand merci à Serge Makoso, le réalisateur. Un grand merci à Deborah Kabinyanga. Un grand merci à André Maboucha, le patron de Kinacti Télévision. Un grand merci à toute l'équipe. Les chiffres, nous sommes toujours là pour vous informer et vous pouvez toujours être en contact avec l'information économique sur www.leschiffres.net. Là, vous avez l'information en continu, l'information économique du pays. Un grand merci à M. Tony une fois de plus. Merci. Vous avez un mot pour clore cet entretien? Merci beaucoup encore une fois pour cette opportunité d'être sur vos plateaux, sur les chiffres. Et je dirais à la population congolaise, nous sommes très résilients, continuons d'être résilients. Nous allons sortir de cette crise. Tenons-nous main dans la main, travaillons ensemble et ne désespérons pas. Ne désespérons pas, c'est par là que nous terminons cette émission. On se retrouve à la prochaine, les mardis prochains, pour votre émission des chiffres avec le même plaisir. Au revoir.